Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Allons-nous être envahis par les deepfakes? Ces images réalisées par ordinateur sont de plus en plus réalistes. C'est à la fois ludique, amusant et inquiétant si des manipulateurs d'opinion s'en emportent. Débat avec ceux qui les créent, ces images, ou qui les utilisent juste après ces titres. Le marché du cannabis thérapeutique va-t-il bientôt s'ouvrir en France alors qu'un premier test doit avoir lieu dans les prochains jours? On verra quel est son potentiel de croissance dans notre rubrique Smart Money. Dans Smart Connect, notre chronique consacrée aux mutations du e-commerce, vous découvrirez les Citybox ou comment simplifier livraison et collecte dans les grandes villes. Et puis dans la seconde partie de notre émission, ne ratez pas Smart City avec un gros plan sur le biomimétisme appliqué à l'architecture. Voilà pour les titres. On commence avec les deepfakes. Bienvenue dans le futur. Les deepfakes, ces images truquées, vont-elles révolutionner notre rapport à l'image? Qui les produit? Combien coûtent-elles? On en débat tout de suite. On répond à ces questions avec Valérie Lecable. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, directrice générale de l'agence de communication Il plus Knowlton Stratégie à Paris. Éric Tongkwong, bonjour. Enchanté. Bienvenue, président de l'agence de publicité La Chose. Et puis on est également au téléphone avec celui qui se fait appeler French Faker, qui réalise les trucages de l'émission C'est quand Loup sur TF1. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Pourquoi vous restez anonyme? Tiens, première question pour poser l'enjeu. Alors, pourquoi je reste anonyme? En fait, pour expliquer justement que donner ces informations à tout le monde peut être dangereux. Donc, ça fait partie en fait de mon combat et c'est pour cela que je tiens à garder mon anonymat et aussi à garder en fait l'intégrité de mes données et de mes vidéos afin qu'elles ne soient pas détournées. D'accord. Je vais vérifier avec Jean-Marc Dumontet, le producteur de C'est quand Loup, que vous étiez bien son prestataire. Donc on est entre gens de confiance. Vous avez sûrement vu cette vidéo de Tom Cruise sur TikTok publiée sur le compte Deep Tom Cruise. C'est cette vidéo qui m'a donné envie de parler des deepfakes. Je l'ai trouvée particulièrement réaliste, même si on détecte quelques erreurs, si on est très attentif. Est-ce qu'il y a un progrès constant? Est-ce que ces images sont de plus en plus difficiles à détecter pour ceux qui cherchent à savoir si ce sont des deepfakes? Alors, elles sont de plus en plus difficiles à détecter pour l'œil moyen, je dirais. Cependant, il existe des algorithmes qui permettent encore de les détecter, même à ce niveau de finition. Donc certes, la technologie évolue et évoluera, mais elle évoluera dans les deux sens à chaque fois. Mais le problème, c'est que la technologie du deepfake avance peut-être un peu plus vite. Elle aura toujours un train d'avance par rapport à la détection. Oui, ça c'est un problème général. Est-ce que grâce à la technologie, aux puissances de calcul, j'imagine, qui progressent, c'est de plus en plus facile de faire un deepfake? C'est-à-dire il y a une sorte de démocratisation, n'importe qui, entre guillemets, peut s'en emparer. Est-ce que vous diriez ça? Non. Alors, oui et non. Pour le niveau de qualité de Deep Tom Cruise, c'est pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau-là de finition. Parce qu'il faut avoir des connaissances, je dirais, en code, mais aussi en VFX, c'est-à-dire en effets spéciaux et en compositing pour arriver à un rendu très fondu et qui est réussi. Il y a aussi une barrière hardware, c'est-à-dire qu'il faut avoir des ordinateurs très coûteux pour arriver à ce type de rendu. Cependant, des entreprises se sont emparées du problème, telles que Refake, permet en fait de faire des deepfakes d'une qualité, je dirais, variable pour le commun des mortels. Mais sinon, il y a quelques barrières pour arriver à un tel degré de finition. Alors, restez avec nous, hein, j'aurais encore quelques questions à vous poser. Valérie Lecable, vous avez dirigé une chaîne d'information, iTélé, on y a travaillé ensemble d'ailleurs. C'était un petit peu avant l'apparition des deepfakes. C'est quoi votre opinion sur ces images manipulées et peut-être le risque qu'elles représentent? Écoutez, moi j'ai une habitude dans la vie, c'est d'accepter ce qui arrive. C'est-à-dire que la technologie, comme ça vient d'être dit, permet de faire ces deepfakes. Donc, de toute façon, pour moi, ça ne sert à rien de le combattre, même si c'est bien que la technologie, pour les détecter aussi, puisse suivre les choses, parce qu'il peut y avoir des situations extrêmement dangereuses ou extrêmement particulières. Mais, sincèrement, pour moi, on en est encore... Je caricature un peu, mais au stade de la caricature. C'est-à-dire qu'on en est encore dans cette évolution où on se rend compte tout de suite en voyant l'image qu'il y a quelque chose qui a été truqué,
que c'est là soit pour nous surprendre, soit pour nous faire rire, soit pour nous interroger, etc. Et donc, encore aujourd'hui, pour l'instant, on ne se fait pas avoir quelque part. C'est-à-dire qu'il y a eu les humoristes, il y a Canteloup, etc. Et c'est une nouvelle évolution. Mais si on se projette dans l'avenir, le risque existe d'une certaine façon. Alors d'abord, une fois ça étant dit, pour moi, il y a 2 risques. Il y a le risque des vraies fausses vidéos. Donc je pensais à l'époque, j'étais dans la campagne des municipales avec cette vidéo de Benjamin Griveaux qui est sortie, qui a été absolument hallucinante, et sur lesquelles, c'était très intéressant de vivre en live pendant 24 heures. On s'est dit, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? Et il a fallu attendre quand même pratiquement 24 heures pour être sûr que cette vidéo était vraie. Et donc ça a obligé quand même Benjamin Griveaux à démissionner de sa campagne, ce qui est très très grave. Et l'autre chose, c'est que le soupçon qu'on a sur certains États, que je ne sais pas si on peut les nommer ici ou pas, mais je pense notamment à des États de l'Est et aux plus grands d'entre eux, sur certains États. On va dire Russie, Corée du Nord. Voilà, la Russie, parce que j'ai travaillé 2 ans et demi au ministère des Armées, et il y avait eu un rapport qui avait été fait extrêmement intéressant sur tout ce qui est fake news. Et ceux-ci y participent. Et la façon dont certains sont tentés dans ce type de régime de travestir la parole des uns et des autres. Donc je pense à Obama, effectivement, où il y a cette vidéo où on lui fait dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Parce que le plus simple, on en parlait, c'est simplement de faire dire à des gens réels des choses qu'ils n'ont pas vraiment dites. Et la question, c'est est-ce qu'on peut les détecter et pendant combien de temps ça va nuire aux personnes avant qu'on les détecte ? On peut le détecter, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on peut croire ce qui a été dit. Voilà. Et c'est ce moment-là qui est particulièrement dangereux. Alors, Éric Tong-Pong, on est début octobre 2019, quand on peut, sur nos écrans, découvrir ceci. Regardez cette vidéo. Today is a historic day. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. It's done. I made not just America great again, but the world, folks. Donald Trump did it. C'est vous qui aviez produit cette campagne pour Solidarité SIDA, deepfake de Donald Trump, plutôt réussi. Avec quel objectif ? On peut rappeler ça pour commencer. En fait, c'est le premier deepfake et le dernier deepfake que je vais faire. C'est le premier il a lancé d'ailleurs tout ce courant-là. Je pense que je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de deepfakes sur TF1 et tout ça s'il n'y avait pas eu ce premier deepfake à des vocations publicitaires. Alors, il faut savoir que dans la pub, je peux me permettre de faire ça que sur une association. Parce que sinon, je vais avoir des procès dans tous les sens. Et là, c'était Solidarité SIDA. Avec Luc Baruet, on se connaît, on est tous on est post-quinquas, donc l'un et l'autre, on a tous connu le début du sida. Et en gros, la difficulté que j'avais, c'est en arrivant à l'agence, je me retrouvais avec des créatifs qui me disaient le sida. Bon, j'exagère, mais c'est quoi ce truc, en fait ? C'est un truc de vieux, ça n'existe plus. Et c'est vrai que depuis l'apparition des trithérapies, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on voit moins de morts comme on pouvait le voir dans les années 80. Donc, on s'est dit, vous vouliez marquer le coup. Bah oui, parce que alors, là, en l'occurrence, c'était tous les grands patrons des pays, tous les présidents se retrouvaient pour voter le dernier plan, on va dire, pour éradiquer définitivement le sida. Donc, il y avait un enjeu de soit ils votent les 16 milliards, et en gros, ce treatment for all qui fait qu'on peut tuer maintenant on est habitué au principe de la pandémie et du Covid. Voilà, il y a une espèce de barrière de reproduction et si on la casse, la maladie s'arrête. Et c'était exactement ça l'enjeu sur le sida. Donc on s'est dit, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose d'ultra visible. Et on a utilisé ce... Bon, après, alors avec quelle technologie d'ailleurs ? C'était quoi le système ? En gros, c'est un système où en gros, on a pris des images de Donald Trump sur un discours qu'il avait fait. On a pris un imitateur et ensuite, il y a des machines dans une grosse boîte de post-production qui ont travaillé pour faire en sorte que ce qui était dit par l'imitateur était reproduit sur les lèvres de Donald Trump. Ce qui fait qu'on a ce résultat, et avec un Donald Trump qui est très fier de lui. Et qui n'aurait pas fait grand-chose pour lutter contre... Oui, enfin quand même, il a voté. Il a voté pour ce truc-là, il n'a pas eu de procès, parce que c'était quand même la grande trouille de la boîte de prod qui avait fait le truc en disant, est-ce qu'un homme politique, tout d'un coup, si on se retrouve... Et d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est les limites de l'utilisation du deepfake, en tout cas dans le domaine de la publicité. C'est-à-dire que même si on met pendant tout le temps de la pub, ceci est un deepfake, on prend un gros risque juridique. On est obligé de négocier avec les gens qu'on utilise. Bah oui. Là, comme je suis sur une grande cause, je me suis permis, parce que
bon, voilà, c'est un peu d'expérience de vieux grigou, mais on sait bien que sur les hommes politiques en général, ils vont pas vous faire des procès parce que voilà, c'est trop compliqué, c'est du temps et ça va pas. Valérie ? Non, juste un mot, je trouve que ce qui est dit est très intéressant parce que ça montre bien que le deepfake, c'est fait pour quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose pour tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser sans raison. Et c'est pour ça que ça reste assez visible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le sujet de la technologie, mais il y a aussi le sujet du fond. On fait pas ça pour rien. Et en général, comme on le fait pour quelque chose, ça se remarque assez rapidement. Moi, je suis assez optimiste, en fait, sur la limitation du danger, même dans la durée, parce que je me dis, comme ça a un objectif, comme de toute façon, c'est des gens qui disent des choses qui sont incroyables et auxquelles on ne peut pas croire, finalement. Est-ce que c'est pas ça qui va finalement protéger le plus la démocratie, parce que c'est bien de ça dont on est en train de parler. Que si un manipulateur d'opinion s'empare de la technologie, il y a quand même... C'est tellement énorme en général. Vous êtes plus optimiste que moi. C'est tellement énorme en général que quelque part ça se détecte assez. Enfin, jusqu'à maintenant, ça se passe un peu comme ça. Après, Éric. Quand on voit sans fake news, sans deepfake tous les jours, il y a un niveau de croyance dans des fake news sur la Terre est plate et tout ça qui est colossal. Donc il y a un problème qui n'est pas résolu, qui est plus de l'ordre de la façon dont les réseaux sociaux sont gérés pour envoyer des contenus aux gens. Moi, je suis d'une génération où en fait la contradiction et les échanges faisaient partie du sujet. Avec les réseaux sociaux, on ne parle qu'à ses convaincus, on prêche qu'à ses convaincus, et on est dans des gens. Voilà, si vous croyez que la Terre est plate, vous allez recevoir des choses sur les chemtrails et sur tout un tas de trucs de l'État profond et dominé par des reptiliens. Donc, et vous allez peut-être croire une vidéo deepfake bien trafiquée. De toute façon, en fait, voilà, si on est prêt à croire à la Terre est plate, on peut croire quelqu'un qui nous dit la Terre est plate, que ce soit le pape ou Jésus. Je vais me retourner de nouveau vers French Faker, qui lui, je vous le rappelle, fabrique des deepfakes, notamment pour l'émission C'est Canteloup sur TF1. On va regarder une vidéo que vous avez présentée au festival, au Nikon Film Festival. Alors là, c'est une parodie d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. On va regarder les 20 premières secondes. Après, ça se corse un peu. Françaises et Français, mes chers compatriotes, la semaine dernière, je m'adressais à vous pour évoquer la crise que traverse notre pays. La guerre était alors une idée lointaine. Aujourd'hui, elle est réalité. Au nom de la France et du pouvoir qui m'habite, j'ai pris mes responsabilités de chef des armées, quoi qu'il en coûte, afin de contenir l'ennemi. Les deux composantes essentielles de la force de frappe française, aéroportée et sous-marine, ont été mises en branle. Et rassurez-vous, nous avons sorti l'artillerie lourde. Alors, on s'est arrêté là, parce qu'après, ça devient vraiment caliente. French Faker, bon, c'est une fiction pour ce festival, ce Nikon Film Festival. Au-delà, il m'a fait beaucoup rire votre film, donc je dis bravo. J'aimerais qu'on comprenne comment vous l'avez fait. C'est quoi la technologie que vous mettez que vous utilisez pour un film comme ça ? Alors, juste une chose, la vidéo, je l'ai pris, c'est pas moi qui l'ai réalisé ou quoi que ce soit, c'est Maxime Baudin, et il participe en ce moment au Nikon Festival, et j'ai pris la vidéo et j'ai fait mon deepfake dessus. Donc, c'est pas moi qui participe, c'est eux, ils ont fait un court-métrage et j'ai appliqué le deepfake dessus. D'accord, bien. Sinon, au niveau de la technologie, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai pris plusieurs discours de Macron, je les ai mis dans un algorithme en fait qui va apprendre, c'est du machine learning finalement, et qui va apprendre le visage et les expressions de Macron, et pour ensuite les superposer sur un sosie. Et du coup, la magie opère. Après, il y a un petit peu de compositing, de post-prod pour faire un fondu parfait, et on arrive à un tel résultat. Est-ce que ça coûte cher ? On se pose la question, parce que moins ça coûte d'argent, plus ça peut être utilisé évidemment par les uns et les autres. Est-ce que ça coûte cher ? Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure sur la puissance des machines que vous utilisez, mais c'est quoi la gamme de prix pour faire un deepfake, d'après vous ? Tout dépend, en fait. C'est comme demander combien coûte de faire une maison. Ça dépend du nombre de plans, de la difficulté de la chose, mais c'est infiniment moins cher que de la 3D, qui alors est utilisée encore par les grands du cinéma et dans la fiction pour faire du face replacement, du head replacement, comme on dit en anglais, qui est maintenant l'ancêtre du deepfake. Ça coûtera infiniment moins cher. Donc je pense qu'à terme, d'ici quelques années, oui, tout le monde pourra faire des deepfakes sur son ordinateur, c'est certain. Ouais. La technologie du machine learning ou du deep learning, vous nous rappelez comment ça fonctionne sur les machines qui apprennent de leurs propres erreurs, c'est ça ? Qui apprennent, en fait, on leur donne
C'est-à-dire, ils ont un modèle en fait à apprendre et en fait en calculant, en faisant des itérations, elles vont apprendre, oui, c'est ça, par erreur. En fait, les sources pour ensuite les deepfaker là pour le coup sur un acteur. C'est ça en fait, l'apprentissage. Dernière question pour vous, French Faker. Vous avez évoqué les logiciels qui permettent de détecter les images trafiquées. On peut imaginer, peut-être que ça existe aujourd'hui, mais on peut imaginer sur son smartphone avoir un outil qui, en temps réel, au moment où on visionne une vidéo sur Dailymotion, YouTube ou les réseaux sociaux quelconques, vous dit attention, c'est un deepfake, c'est possible ça ? Oui, je pense. Déjà, Facebook en tout cas, Facebook est très avancé sur ce sujet. Ils ont fait plusieurs projets à ce niveau-là. Je sais qu'ils financent à ce niveau-là. Ça fait partie des problématiques de Facebook, en fait, de lutter contre les fake news. Donc, ils sont très, je dirais, impliqués là-dessus. Donc, je pense que ça pourra arriver. En tout cas, sur Facebook, c'est sûr que ça va arriver et ça pourra dire que cette vidéo est un deepfake. Cependant, on n'a pas parlé d'une chose, on n'a pas parlé du deepfake de voix, et ça existe et ça va arriver de plus en plus aussi. Et c'est bien plus compliqué. C'est plus compliqué à réaliser ou c'est plus compliqué en termes de conséquences aussi ? Alors, les deux. Les deux, c'est plus compliqué à réaliser parce que la vidéo est infiniment plus simple que la voix. La voix, en fait, il y a des modulations, une façon de parler, etc. Beaucoup plus de choses à apprendre. Et dès qu'une voix est un peu robotique, on l'entend. Ça se voit plus qu'un visage que l'on peut maquiller ou auquel on peut appliquer des effets pour que ça passe finalement. Alors qu'une voix, c'est plus compliqué. Cependant, les effets peuvent être vraiment dévastateurs. On peut se faire passer du n'importe quoi, mais pour un chef d'entreprise et demander à sa secrétaire de faire un virement, c'est possible. C'est possible. Donc, ça fait partie de mes prochains sujets et de le démocratiser pour montrer que ce genre de choses peuvent exister. Merci d'avoir participé à ce débat. Un dernier mot, Eric Tongkong. Est-ce qu'il faut instaurer des règles notamment dans la publicité ou dans d'autres univers, c'est-à-dire d'utilisation de ce type de vidéos ? Non, mais nous, dans la publicité, on est super contraints. C'est-à-dire qu'en gros, dans la publicité, les gens, ils mettent tous leur ceinture de sécurité, on roule tous à 50 en mode urbain et tout ça. Donc, on est surcontrôlé. Ouais. Donc, si on peut se dire qu'il y aura des panneaux, attention, ceci est un deepfake, ce sera dans un écran publicitaire. En fait, un des trucs, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'information la plus crédible est dans les écrans publicitaires. Parce qu'en gros, avant et après, il y a des fake news dans tous les sens, des gens qui s'emportent. Par contre, ça posera la question aux journalistes de faire un vrai travail d'investigation sur l'origine du propos. Et donc, ça va redonner justement de la crédibilité aux journalistes dans ce côté de tout le monde aujourd'hui s'invente journaliste en réseau social et on voit bien les dégâts que ça fait. Espérons-le. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Money. On parle cannabis thérapeutique. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, c'est notre rubrique consacrée au placement d'avenir, aux moyens de paiement du futur, avec aujourd'hui David Derry. Bonjour David, analyste chez eToro France. Le cannabis, on va parler du cannabis qui a des vertus médicinales et on le sait depuis longtemps. Exactement. Donc déjà, le cannabis, ce qui est important de noter, c'est que ça a apparu à l'époque néolithique et que c'est utilisé comme plante médicinale justement depuis l'Égypte ancienne. Donc après, on a connu une période de prohibition, mais depuis la fin de la prohibition, on a les chercheurs du monde entier qui semblent justement aujourd'hui s'accorder sur l'efficacité du cannabis, notamment pour aider les patients atteints de cancer, de glaucome, de sclérose en plaques ou même parfois d'Alzheimer. Donc le cannabis médicinal est reconnu pour ses propriétés antidouleurs, antispasme, antivomitif et même pour stimuler l'appétit chez certains patients. On a aussi au niveau réglementaire une situation qui commence à évoluer. Par exemple, en décembre, aux États-Unis, la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi qui visait justement à décriminaliser au niveau fédéral le cannabis, qui était jusque-là considéré au même niveau que le LSD ou que l'héroïne
par la DEA. Donc on a normalement les investisseurs qui sont revenus depuis peu sur ces valeurs et qui anticipent désormais une dépénalisation au niveau fédéral et voire une légalisation de son usage thérapeutique sur l'ensemble du territoire américain, voire même européen. Alors, qui sont aujourd'hui les acteurs et puis peut-être aussi la taille de ce marché? Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a 2 ans déjà, les entreprises de ce secteur avaient flambé en bourse après avoir justement, après avoir connu une descente fulgurante. Et il y a eu le yo-yo en quelque sorte. Exactement. Ouais. Et depuis, avec l'élection de Biden, on a justement un secteur qui commence à se reprendre, qui commence à reprendre des couleurs. Donc, les experts estiment que le marché du cannabis, d'ici 2027, il devrait atteindre la taille de 57 milliards de dollars. Et donc, on a d'ores et déjà certaines entreprises qui se sont placées sur ce secteur. On a, par exemple, prochainement une fusion qui est très attendue par les investisseurs de ce secteur. C'est celle de Tilray et de Afria, qui devrait représenter aujourd'hui la plus grosse société du secteur cannabis. Il y a aussi d'autres sociétés sur lesquelles les personnes peuvent investir, qui sont aussi listées. On a par exemple des sociétés comme Canopy Growth, comme Aurora Cannabis ou comme Chronos, qui détiennent toutes des parts de marché importantes de l'industrie, via des prises de participation, en fait, via différentes marques de l'industrie du cannabis. En France, ça donne quoi? Alors en France, pour le moment, les seules variétés de cannabis qui sont autorisées, c'est celles qui détiennent un taux de THC à moins de 0,2%, ce qu'on appelle le CBD. Et le leader sur le domaine du CBD en France, pour le moment, c'est la franchise High Society, qui détient une 50aine de boutiques sur le territoire. Mais sinon, le cannabis et la consommation de cannabis est toujours interdite en France et les consommateurs s'exposent à une amende de 200 €. Oui, il y a eu une consultation citoyenne là, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est ça? Exactement. On a eu cette semaine une consultation citoyenne qui a été assez importante en France parce qu'on a eu plus de 250 000 personnes qui ont contribué justement à cette consultation et qui se sont prononcées en faveur justement d'une légalisation du cannabis récréatif. Donc on pourrait peut-être s'attendre éventuellement à des propositions, à de nouvelles propositions du gouvernement d'ici les prochains jours. On a aussi en 2019 l'Agence nationale de sécurité qui avait donné son accord pour justement un essai qui devrait concerner 3000 patients atteints de douleurs chroniques. Oui, ça a été confirmé. Il devrait commencer dans quelques jours un essai du cannabis thérapeutique. Un mot de la réglementation aux États-Unis cette fois-ci? Alors aux États-Unis, c'est légal dans 33 États à titre thérapeutique, donc pour des raisons médicinales, et dont dans ces 33 États, il y en a 11 qui le légalisent à usage récréationnel, dont notamment Washington. Mais malgré tous ces points positifs, rien ne garantit pour le moment que Biden décide de légaliser la marijuana au niveau fédéral. Ouais. Un mot de conclusion, peut-être pour aussi parler de ce que pèse cette industrie en matière d'emploi? Ouais, au niveau économique, c'est une belle opportunité. Par exemple, selon un rapport de l'IFLY, en 2020, l'industrie du cannabis, elle a créé 77 000 emplois aux États-Unis et il y a au total maintenant 321 000 emplois sur ce marché. Donc c'est quand même assez considérable. On voit que les secteurs et que les actions du cannabis commencent justement à se reprendre depuis ce début de l'année. Mais ça reste un marché qui est quand même très volatile. Donc les investisseurs qui souhaitent investir sur ce marché devraient s'attendre et de se préparer à la volatilité, même si avec l'éventuelle légalisation qui devrait éventuellement arriver, ça pourrait offrir une opportunité assez intéressante. Et donc pour ceux qui le souhaitent, s'ils n'ont pas forcément envie de creuser sur l'industrie, ils peuvent aussi s'exposer en achetant directement un ETF, en investissant dans l'ETF Horizon Marijuana Life Science Index, HMMJ, qui leur permettra d'avoir une allocation sur l'ensemble du secteur. Merci David Derry, je rappelle que vous êtes analyste chez eToro France. À bientôt. Tout de suite, on plonge dans l'univers du e-commerce et de ses innovations. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, notre chronique sur les mutations du e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Citybox avec Édouard Barrero. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de l'expansion internationale et dirigeant de Citybox France. C'est une start-up espagnole qui s'implante en France. C'est quoi l'idée de départ? C'est quoi une Citybox? On va présenter ça.
Alors, l'idée de départ, c'est en fait l'histoire du fondateur lui-même, c'est-à-dire qu'il est chez lui, il attend ses colis, et il se dit, mince, je dois aller à un rendez-vous, j'attends mes colis, il part à son rendez-vous, et paf, il rate ses colis, et ça lui arrive trop souvent, il se dit, je vais trouver une solution à ce problème. Et il a créé Citybox, une boîte à colis collectée et intelligente que vous mettez chez vous et qui attend vos colis pour vous quand vous n'êtes pas chez vous. Donc qui peut être dans le hall d'un immeuble ou à l'entrée d'une maison, quoi, grosso modo. Exactement. Alors l'idée de Citybox, c'est plutôt de jouer sur la mutualisation des immeubles parce que ça rend service au transporteur de faire ça. C'est-à-dire que le transporteur, aujourd'hui, quand il livre des immeubles, il va sonner à toutes les portes, il cherche quelqu'un pour livrer son colis, des fois il le laisse sous l'escalier. Là non, il a un seul point unique dans l'immeuble et il livre toutes les personnes de l'immeuble, voire un point unique pour une résidence, que des fois vous avez une entrée commune pour 3-4 immeubles, il met tout ici. Donc quand il mettait une demi-heure, 1 heure pour livrer un ensemble d'habitations, là il va mettre 5 minutes et il s'en va. Ce chiffre trouvé sur le site Citybox, un immeuble de 25 logements reçoit en moyenne 1575 colis par an et c'est un chiffre qui va forcément augmenter. Enfin voilà, on vient de vivre une année de digitalisation un peu forcée pour certains, mais voilà, c'est un chiffre qui va augmenter forcément. Exactement, d'autant plus que ce chiffre-là, c'est le chiffre espagnol, où le taux de pénétration du commerce est beaucoup plus faible qu'en France. En France, c'est beaucoup plus important. Et une étude du Forum économique mondial dit que d'ici 2030, la demande pour des livraisons va augmenter de 78%. Donc le marché est énorme, l'impact sur nos villes est énorme, et donc il y a des solutions à trouver, et Citybox en est une. Quelle est la part de la technologie? Ces Citybox, vous l'avez dit, ce sont des machines intelligentes. Alors en réalité, ça a été pensé pour un écosystème particulier, tout est dans le cloud, toute l'intelligence est dans le cloud, pour garder une flexibilité et une souplesse, et pouvoir implémenter les services et grossir. La boîte en elle-même, c'est une boîte low-tech, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée à Internet, elle n'est pas connectée au réseau électrique, elle a juste un ensemble de codes qui est inscrit dans chaque serrure et ces codes sont connus par le cloud. Et donc, on peut distribuer des codes pour une boîte pour tout. On peut distribuer des codes pour recevoir des colis, mais aussi peut-être pour en envoyer. Si vous voulez recevoir votre baguette de pain, on peut donner un code à votre boulanger pour qu'il vous laisse une baguette de pain dans la boîte, par exemple. Et toutes les sociétés de livraison peuvent accéder à une Citybox. Il n'y a pas de partenariat ou d'exclusivité avec tel ou tel autre. Rien du tout. On essaie de faire un système totalement ouvert. Et donc, on met à disposition des outils pour les transporteurs pour qu'ils maximisent l'utilisation de Citybox et sécurisent au maximum la livraison en faisant du tracking et surveillant le colis. Les utilisateurs, ils passent par une plateforme. Qu'est-ce qu'ils y trouvent exactement ? Alors en fait, les utilisateurs, ils téléchargent une application, ils s'enregistrent dessus. Et une fois qu'ils sont enregistrés sur l'application, ils reçoivent automatiquement les colis chez eux. Puisque comme nous sommes connectés aussi aux transporteurs, on dit aux transporteurs, cette personne-là a Citybox. Et d'ailleurs, le transporteur peut même en amont connecter son système à nos systèmes. Et par exemple, si le mardi soir, il reçoit tous les colis d'un e-commerçant à livrer le jour d'après, il se connecte et il reçoit toutes les adresses qui sont équipées de Citybox et il peut préparer ses tournées en fonction de Citybox. Ce qui optimise énormément son temps. Et bien sûr, ça veut dire que tous les colis qu'il va aller livrer sont livrés dès la première tentative. Puisqu'on se projette dans l'avenir, dans cette émission, vous en êtes tout de votre croissance, de votre développement en France? Alors en France, on a commencé en novembre 2020 avec un pilote en partenariat avec le groupe 3F. On a déployé 100 adresses. Ça s'est très bien passé, les transporteurs sont intéressés. Donc là, on va commencer le déploiement de Paris dans un premier temps, qu'on essaie de faire rapidement, parce que l'idée là, c'est qu'il faut avoir une infrastructure qui soit très dense dès le début pour intéresser tout le monde, parce que c'est en fait ce qu'on appelle les économies croissantes de réseau. Et oui. Et vous, alors on va terminer, il nous reste un peu moins d'1 minute. Vous l'avez évoqué, mais je voudrais insister, l'impact environnemental, il est réel. Pourquoi? Il faut y réexpliquer pourquoi. Alors l'impact environnemental est important parce que les transporteurs livrent dès la première tentative à chaque fois, donc ils ne ramènent pas de colis chez eux, ils ne rajoutent pas des stops en fin de tournée pour aller livrer dans un access point, parce que quand vous n'êtes pas chez vous, ils livrent dans d'autres lieux alternatifs, ils rajoutent des tournées. Il va aussi livrer plus vite tous les colis, parce qu'il y a un point pour tout l'immeuble, donc il gagne en temps, il gagne en succès, donc on estime qu'il peut augmenter ses tournées jusqu'à 60%, c'est-à-dire avec un même camion, livrer plus de 60% de colis en plus. Et autre petit point, on a développé une technologie qu'on va bientôt mettre en test en Espagne pour rentrer dans les immeubles à n'importe quel moment. Donc ça permettrait de livraison de nuit. Et alors là, les possibilités sont énormes parce que vous livrez de nuit quand il y a moins de trafic, moins de gêne pour livrer, et vous pouvez venir même avec un petit camion et livrer beaucoup plus de colis d'un coup. Et ben voilà, merci beaucoup, merci Edouard Baérot, bon vent à Citybox. Voilà, on marque une pause dans ce Smart Future. Juste après, on découvre le biomimétisme appliqué à l'architecture.
La seconde partie de ce Smart Future consacrée comme chaque semaine à la ville intelligente et aux nouvelles mobilités. Dans Smart Move, justement, vous découvrirez l'offre de Tier Mobility qui se présente comme le leader européen de la micromobilité avec ses trottinettes électriques. Mais d'abord, on se demande si l'observation de la nature va nous permettre de concevoir des immeubles, des habitations moins gourmandes en énergie. C'est le biomimétisme appliqué à l'architecture. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Smart City à la découverte des bâtiments biomimétiques avec mes invités Clémence Béchu, bonjour. Bonjour. Bienvenue, architecte et directrice du développement chez Béchu et Associés. Et Vincent Calbeau, bonjour. Bonjour. Vous vous définissez comme un archibiotecte. Ça veut dire quoi ? Donc, c'est un néologisme qui regroupe 3 disciplines de la création urbaine contemporaine, l'architecture, le biomimétisme, donc s'inspirer des formes, des structures et des boucles de rétroaction du vivant, et l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Ça répond un peu à notre état d'esprit actuel, un peu schizophrène, entre vouloir se rapprocher de la nature, s'en inspirer, et en même temps être addict aux technologies et toujours connecté. C'est-à-dire utiliser les technologies pour se rapprocher de la nature d'une certaine façon. Exactement, et s'inspirer de toute l'ingénierie développée dans la nature depuis 3,8 milliards d'années. Alors c'est ça, Clémence Béchu, les grands principes du biomimétisme appliqués à l'architecture, vous diriez quoi ? Ce que j'aimerais, c'est prendre un petit peu de recul. Ouais. On parle d'architecture, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, on s'adresse à l'ensemble des composantes de la ville et des gens qui fabriquent la ville. On est dans un contexte de changement climatique important, on le sait, avec des villes qui, en 2050, c'est des données ONU, abriteront 80% des populations, alors qu'elles ne couvrent que 3% de la planète. Des villes qui ont été construites à l'opposé du modèle de la nature et qui donc, contrairement à la nature, n'arrivent pas à accompagner et à anticiper ce changement climatique. Et donc toute la démarche pour l'architecture, mais aussi qui s'adresse à l'ensemble des fabricants de la ville, de l'immobilier comme les autres professions, c'est de réussir à développer des villes qui, plus que de réintégrer de la nature en leur sein, via de la végétalisation, des parcours paysagers, etc., vont elles-mêmes se réintégrer dans les grands cycles de la nature. Et c'est ça le biomimétisme. C'est comment est-ce que, selon ma problématique et mon niveau d'ambition, je vais pouvoir aller chercher des solutions dans cette nature si présente et qui a des milliards d'années d'existence et qui a beaucoup à nous offrir. Alors, moi j'aime bien m'appuyer sur des exemples concrets. Si vous deviez l'un et l'autre donner un exemple de réalisation peut-être la plus emblématique ou l'une des plus emblématiques, Clément, je commence avec vous. C'est intéressant de parler de projets qui sont construits et qui prouvent l'efficience de la démarche à tout point de vue. Je parlerai du Skolkovo Innovation Center, qui est un quartier de logement pour des chercheurs de ce pôle de compétitivité. On est au sud-ouest de Moscou, dans un climat très complexe, avec des amplitudes thermiques qui vont de moins 35 à plus 30-35 l'été, donc entre l'hiver et l'été. On avait pour ce projet-là un schéma directeur imposé qui était circulaire. Et on souhaitait réussir par l'architecture et par notre approche urbaine à résoudre notamment un problème énergétique, puisque quand il fait très froid, on a besoin de beaucoup chauffer. Ouais. Et on allait chercher quelle population animale pouvait être inspirante pour y arriver. Et en cherchant des images comme ça dans des climats extrêmes, on a trouvé que l'organisation sociale des pingouins sur la banquise était inspirante, puisque les pingouins sont organisés entre eux en cercle concentrique, qui tournent sur eux-mêmes. Alors là, nos maisons ne tournent pas, je vous rassure. Oui, mais ceux qui prennent le froid à l'extérieur protègent d'une certaine façon ceux qui sont à l'intérieur. Et ça est régi par des mathématiques naturelles de la nature. En fait, les pingouins s'organisent les uns par rapport aux autres via des radians naturels. On parle de mathématiques fractales. Et ces radians-là, en fait, permettent à ces pingouins de générer des îlots de chaleur naturels pour se protéger du froid. Et alors, comment vous l'avez appliqué Et alors, dans le cadre de notre approche biomimétique, qui est une approche scientifique, on a cherché à s'entourer de biologistes pour comprendre comment cette organisation sociale naturelle était faite. Et à partir de notre dessin intuitif, on a implémenté cette data façonnée par nos outils paramétriques de dessin pour rendre notre dessin ingénieux. Et donc, on a un quartier de 90 maisons, organisé par 10 lots de 9 maisons, qui chacune permettent de générer 5 degrés d'économie de température en leur sein. Et donc, quand il fait moins 35 dehors, en fait, quand on est au cœur des maisons, il fait plus que moins 30 degrés, et donc avec des économies positives en matière de nécessité de chauffage. Un autre exemple de votre côté, Vincent Calbeau. L'exemple le plus parlant, c'est la tour Taozu Yinyuan qu'on vient de livrer à Taipei, capitale de Taïwan. Donc, c'est une tour de 50 000 m², de 120 mètres de hauteur,
C'est une tour antisismique qui est capable d'encaisser des tremblements de terre allant jusqu'à 7.0 sur l'échelle de Richter. Pourquoi c'est une tour antisismique? Tout d'abord parce qu'elle est posée sur on va dire un skateboard géant, et quand la ville bouge, la tour est sur ce skateboard et est capable de se déformer. Okay. Et donc, par exemple, entre chaque élément de façade et chaque élément de plancher, on a des joints souples, un peu comme les tendons entre votre bras et votre thorax, qui permet finalement de se déformer. Donc, c'est une tour qui, tel un roseau, plie mais ne rompt pas. Aussi, c'est une tour qui intègre le bioclimatisme, donc elle est naturellement ventilée, sans climatisation mécanique. Elle produit plus de 70% de l'énergie dont elle a besoin, l'énergie calorifique, frigorifique, électrique, par l'intégration des énergies renouvelables de pointe. Et aussi, c'est une tour qui est traversée par une immense cheminée à vent, un peu comme une termitière, où on vient prendre l'air chaud extérieur de la ville, à 40 degrés. On fait passer cet air chaud sous les fondations, là où l'inertie thermique de la Terre est constante toute l'année à 18 degrés. Et cet air rafraîchi à 30 degrés est réimpulsé dans les appartements. Et en plus, cette tour, c'est une véritable forêt verticale, c'est-à-dire que chaque étage tourne de 4,5 degrés sur 120 mètres de hauteur pour pouvoir couvrir la tour de plus de 25 000 plantes, arbustes et arbres qui sont capables de stocker le CO2 dans l'atmosphère, jusqu'à 135 tonnes par an. Et également, toutes ces plantes créent ce qu'on appelle de l'évapotranspiration pour bioclimatiser l'ensemble des balcons. Donc c'est vraiment une tour biomimétique parce qu'elle transforme tous ces déchets en ressources. Par exemple, elle recycle sur site les eaux grises provenant des salles de bain et provenant des cuisines. Elle génère sa propre énergie et elle fait en sorte d'avoir des grands plateaux complètement réversibles, sans murs, sans poteaux, sans colonnes, pour pouvoir du jour au lendemain transformer les espaces de bureaux en logements, les espaces de logement en espaces de coworking. Et donc elle est hyper flexible. Ouais. Je vais prendre un autre exemple de vos réalisations, Clémence Béchu. C'est une ferme algale, donc c'est pour produire des algues, j'imagine, c'est ça? Ça veut dire ça, ferme algale? Non, pas du tout. Pas du tout. À côté de la plaque. C'est quoi une ferme algale? Alors, dans le cadre de notre métier, de nos collaborations, on accompagne aussi des startups innovantes dans différentes technologies. Là, la technologie en question consiste à pouvoir transformer des déchets organiques en matière valorisable. En l'occurrence, cette ferme en fait digère les déchets organiques de collectivités pour les transformer en biomasse, qui est un fertilisant fantastique, en eau propre à l'irrigation, qui se trouve être une eau chargée naturellement en antibiotiques, parce que les algues, ces micro-algues-là, en fait, sont naturellement il y a quand même un peu d'algues, vous la rassurer. Oui, en fait, ça passe au travers de micro-algues. Les micro-algues les digèrent et transforment donc ces déchets organiques en différents produits valorisables, avec du coup cette volonté d'inscription dans des économies circulaires qui sont vertueuses pour l'écosystème dans lequel ils s'implantent. Alors, est-ce qu'il y a une part de biomimétisme dans ce projet, et si oui, laquelle? Alors, la technologie qu'on accompagne est biomimétique. Là, on est sur un premier projet pilote qui naîtra à Brézol, dans le centre Val-de-Loire, pour lequel on va déposer des brevets. On a aujourd'hui, dans le cahier des charges, répondu exactement à la demande de la start-up pour pouvoir lui permettre de développer ce premier projet-là. En soi, le projet tel qu'il est dessiné aujourd'hui n'est pas biomimétique, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très linéaire pour répondre à la techno et au process. Mais on a l'ambition assez rapidement de pouvoir complètement transcender la technologie et de créer des fermes complètement écosystémiques avec leur environnement dans l'approche architecturale. Vincent Calbeau, une ville bio-inspirée, vous l'avez un peu dit en préambule, mais ça va au-delà de la construction des bâtiments. Il y a des impacts politiques, sociaux, culturels. C'est aussi cette ambition-là que vous avez d'une certaine façon. Oui, c'était le leitmotiv qu'on avait notamment pour le projet Paris Smart City 2050, qui avait pour objectif de traduire le plan climat-air-énergie, qui vise de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 30 ans, d'ici 2050. Et donc, c'est de réfléchir comment on peut construire à partir de matériaux biosourcés, comment on peut se baser sur le bioclimatisme, c'est-à-dire sur la course du soleil, sur la direction des vents dominants, pour dessiner nos architectures. Mais c'est aussi penser comment, finalement, on peut quitter l'étalement urbain à l'horizontale, parce que plus une ville est dense, moins elle est énergivore. Moins on dépense d'énergie pour se déplacer, pour se chauffer, quand on a une ville comme Paris, l'une des villes les plus denses, avec plus ou moins 23 000 habitants par kilomètre carré. Et donc, il s'agit d'étudier la mobilité, il s'agit d'étudier l'architecture, il s'agit aussi finalement d'étudier l'agriculture du futur pour la réintégrer en ville, c'est-à-dire comment on peut
transformer les citoyens en cultivateurs d'une partie de leur alimentation, notamment grâce à l'agriculture urbaine qui se base sur la permaculture, sur l'agroécologie, sur l'aquaponie, pour faire en sorte de ramener les lieux de production alimentaire au cœur des lieux de consommation. C'est essentiel. Ouais. Vous êtes engagé dans un mouvement là, avec le Biomine City Lab, c'est ça? De quoi s'agit-il? Expliquez-nous. Alors en fait, on est partenaire depuis sa création du CEBIOS, qui est le Centre européen d'excellence en biomimétisme, qui est une sorte d'organe institutionnel qui vise à révéler des pratiques biomimétiques au sein de l'ensemble des industries, qu'on parle de l'industrie médicale, du secteur de l'architecture, du secteur de la pharmacie, etc., pour révéler ces pratiques-là, les partager, et puis développer des pédagogies actives auprès de publics et de privés. Et voilà. Et donc au sein du CEBIOS, on a donc différents projets biomimétiques qui sont référencés, et on a participé à cofonder un sous-groupe qui s'appelle le Biomime City Lab, avec un certain nombre d'acteurs de l'immobilier particulièrement engagés, qui visent ensemble à structurer une méthodologie, à structurer l'approche pour la rendre intelligible auprès de tous les acteurs qui fabriquent la ville. C'est une sorte de cahier des charges que vous proposez, c'est ça? Dans les différents ateliers qu'on mène, il y a notamment l'idée de pouvoir développer notre cahier des charges idéal, qui serait sorti lors d'appels d'offres proposés par les collectivités ou par les différents maîtres d'ouvrage. On a réalisé l'année dernière le premier état de l'art en fait, des projets biomimétiques réalisés par des sociétés françaises. Voilà. Et puis on a l'envie de créer un MOOC aussi. Voilà. Alors, je vais prendre quelques termes que j'ai trouvés dans vos différents projets. Notamment, je continue avec vous, Clémence, le cycle de l'eau. Vous parlez de ville éponge. Ça veut dire quoi, concrètement, une ville éponge? Une ville éponge. Une ville éponge, ça veut dire... Je ne veux pas vous coller avec ça. Non, mais je me demande juste où est-ce que vous avez vu ce terme de dans le Biomine City Lab. J'ai vu ça. La ville éponge, en fait, c'est une ville qui, comme une éponge, qui reçoit et qui redonne. En fait, on est vraiment dans ce système de relations écosystémiques, comme il existe dans la nature. Dans la nature, qu'on regarde le monde du minuscule, qu'on regarde le monde cellulaire ou un monde un peu plus à taille humaine, le monde de la nature fonctionne par relation écosystémique. C'est-à-dire qu'un être va donner des services et en recevoir en même temps. Et finalement, l'ambition pour cette ville durable et désirable à laquelle chacun aspire, c'est de réussir à développer des écosystèmes dans lesquels chaque entité nouvelle qui s'y installe va pouvoir apporter quelque chose et bénéficier de services en retour. Alors, je ne veux pas vous coller vraiment, mais c'est juste ma curiosité. Une façade réactive et bioclimatique, c'est quoi une façade réactive ? Une façade bioclimatique, par exemple, c'est un peu l'inverse d'un bâtiment haussmannien. Les bâtiments haussmanniens, ils ont le même nombre et la même taille de fenêtres, quelle que soit leur orientation, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au premier étage ou au 6e étage. Une façade bioclimatique, c'est une façade qui est dessinée en fonction de la course du soleil, qui se lève à l'est, qui monte jusqu'à midi et qui redescend à l'ouest. Et donc, c'est une façade où, par exemple, on va installer des boucliers solaires photovoltaïques et thermiques qui vont produire l'électricité et l'eau chaude sanitaire pile poil dans cette course du soleil. Ou alors, c'est une tour qui va tourner sa géométrie pour finalement protéger la végétation qui pousse sur ses balcons par rapport aux vents dominants qui seront dans son dos. Donc, c'est vraiment des façades qui sont dessinées en fonction des données climatiques du lieu où on construit. L'autoventilation passive, là aussi, ça se base sur quelle observation de la nature? L'autoventilation passive, c'est ce que j'ai expliqué notamment. Oui, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. C'est le fait d'assurer des courants d'air naturels à travers des cheminées à vent qui traversent les bâtiments, à travers les cages escaliers ou encore les cages d'ascenseur. Et le but est de se passer de climatisation mécanique qui représente jusqu'à 70% des factures énergétiques dans les pays tropicaux, par exemple. Ouais. Alors, il y a un autre élément qui me semble important, et je pense qu'on peut passer du temps là-dessus, Clémence Béchu, c'est l'idée aussi de s'approvisionner en matériaux, si possible à proximité des chantiers. Donc là, c'est quoi la logique? C'est l'observation du biotope, tout simplement. C'est ce qui se passe dans la nature, quoi. J'ai un ami du biomimétisme, Alain Renaudin, qui a créé Biomime Expo, qui est aujourd'hui le plus grand événement au monde dédié on l'avait reçu ici même. Voilà, exactement. Qui utilise souvent cette image et je trouve qu'elle est très parlante. C'est que notre ami Castor, quand il doit construire son barrage, il ne va pas chercher le bois à 200 km. Bah oui. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une pratique qu'on retrouve dans le vivant à toutes ces échelles également. C'est faire avec ce qu'on a. Et voilà. Et donc faire avec ce qu'on a appliqué au monde de la construction, c'est réussir à
revaloriser des déchets quand on construit in situ sur un site qui avait déjà une histoire. C'est regarder quelles sont les chaînes d'approvisionnement qui se trouvent pareil présentes de façon locale. C'est aujourd'hui, grâce à la technologie, pouvoir se connecter à des bourses de déchets de chantier. Voilà, tout un ensemble. Est-ce qu'il y a certains matériaux pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué que d'autres quand on est face à un projet, face à un chantier, Clémence Béchu? Pas forcément. Pas forcément. Après l'ambition, c'est de réussir à décarboner au maximum l'ensemble des projets. Et donc, à chaque projet correspond une ambition en termes de matériaux. Oui, c'est-à-dire si le projet est bien pensé, on ne va pas être obligé d'aller chercher des matériaux à des milliers de kilomètres, si je comprends bien. C'est l'idée. C'est un peu l'idée. Est-ce que vous avez, dans cette émission, la chronique qui va arriver dans une minute s'appelle Horizon 2040, on se projette souvent comme ça dans 10 ou 20 ans. Nos villes, visuellement, elles vont beaucoup changer, d'après vous? C'est-à-dire qu'un Paris haussmannien va cohabiter avec les immeubles que vous décrivez, forcément? Donc, dans le plan Paris 2050, ce qu'on avait imaginé, c'est pas non plus d'être dans Blade Runner et d'avoir Bruce Willis qui arrive dans une voiture volante. C'est plutôt il y aura des taxis volants. Ça Paris est une des villes les plus minérales au monde, avec simplement 5,3 mètres carrés d'espace vert par habitant, contre 250 mètres carrés à Rome, par exemple. Et donc, le but, ça va être de revégétaliser la ville pour la rendre moins vulnérable, finalement, au dérèglement climatique. Parce que nos villes, elles vont subir des phénomènes de fortes crues et des phénomène de forte canicule. On le voit, ça fait 2 étés de suite, on arrive à 42 degrés Celsius fin juillet. Et donc, on veut végétaliser la ville pour créer des îlots de fraîcheur urbains qui soient capables, finalement, de rendre cette fameuse ville éponge, cette ville qui est capable d'assurer une certaine rétention en eau, de la rendre respirante et beaucoup moins imperméable que ce qu'elle n'est actuellement. Et donc, on va simplement miser sur la solidarité énergétique, c'est-à-dire construire des architectures contemporaines qui viennent dialoguer avec les bâtiments haussmanniens pour pouvoir finalement produire l'énergie dont ces bâtiments historiques ont besoin. C'est par exemple ce qu'on fait sur la rénovation des thermes nationaux à Aix-les-Bains, où on vient construire des bâtiments de logement au-dessus des thermes nationaux, on vient profiter de la source d'eau chaude pour chauffer les bâtiments de logement en hiver, et par contre ces bâtiments, grâce à leur grande pergola photovoltaïque, créent l'électricité pour le bâtiment ancien. On a donc cette coopération finalement entre patrimoine et architecture contemporaine qui va devenir la norme dans la vie du futur. Et on va prendre tout de suite un autre exemple qui concerne la région parisienne avec Olivia Hierret-Daubré tout de suite. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Hierret-Daubré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Avec donc ce projet d'immeuble-pont végétalisé qui va relier Paris à Neuilly-sur-Seine, baptisé 1000 arbres. Et le projet porte son nom car ce sont bien 1000 arbres qui vont être plantés entre le Palais de Congrès de Paris et le périphérique parisien. Une forêt qui va abriter des logements, 30 000 mètres carrés de bureaux, un hôtel 4 étoiles, 2 crèches, un restaurant et une gare routière en sous-sol. Ce concept innovant d'immeuble-ville est construit sous la forme d'une pyramide inversée, d'une part pour offrir différents niveaux d'exposition au soleil et au vent, et d'autre part pour libérer un maximum d'espace au sol afin de les végétaliser. Et des espaces verts, il y en a pas mal, un parc boisé de plein pied, des atriums végétalisés qui traversent l'immeuble de haut en bas et des patios intérieurs qui permettent de le ventiler naturellement. Donc c'est à proximité du périphérique parisien. Évidemment, on se pose la question de la pollution. Eh bien, figurez-vous que ça a été pris en compte dans l'aménagement du paysage. Les feuilles des arbres seront régulièrement nettoyées par brumisation pour que les végétaux puissent assurer leur fonction de photosynthèse en absorbant du gaz carbonique. Alors c'est aussi un projet qui est labellisé BEPOS, c'est un label pour les bâtiments à énergie positive. Oui, et le parti pris est d'établir une solidarité énergétique avec les bâtiments existants, avec pour compensation énergétique les économies d'énergie réalisées grâce à la rénovation de l'existant autour du projet. Le recours à la géothermie sur sonde, aux panneaux photovoltaïques et aux éoliennes permet un taux de couverture des besoins énergétiques de l'ordre de 80%.
30% selon ses concepteurs. La boucle thermique entre les programmes d'hôtels, de bureaux et de logements permet une diminution de 10 à 15% des besoins thermiques. Alors, qui est à l'origine de ce projet? Et puis, double question, quand est-ce qu'il verra le jour? Alors, le projet a été lauréat du premier concours Réinventer Paris en 2016. Il a été imaginé par 2 architectes, le français Manal Rajdi et le japonais Su Fujimoto. Voici comment il le décrit d'ailleurs, je cite « Ce site particulier le long du périphérique est comme la dernière frontière de Paris. C'est le meilleur emplacement pour montrer comment Paris peut créer un nouveau style de vie pour le XXIe siècle où le mariage de la nature et de l'architecture sera un thème majeur. Et sachez que le projet verra le jour en 2023. » Merci beaucoup Olivia Hierret-Dobré pour cette chronique Horizon 2040 comme chaque semaine. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat, c'était passionnant. Tout de suite on va parler mobilité. Voici Smart Move. Smart Move à la découverte des trottinettes et du service de Tier Mobility. Bonjour Stanislas Jeannot, bienvenue. Vous êtes responsable Île-de-France chez Tier Mobility. Combien de trottinettes déployées déjà en France et en Europe? Bonjour Thomas Hugues. 5000 trottinettes aujourd'hui déployées à Paris, près de 10 000 en France et plus de 65 000 en Europe, ce qui fait de nous le leader européen aujourd'hui des micromobilités et le leader français aussi. Vous allez continuer de vous développer, notamment en France. C'est quoi les projets là, à court terme? Oui, alors aujourd'hui, nous sommes présents dans 5 villes. La ville de Paris, la ville de Lyon, la métropole de Grenoble. Nous venons de remporter le marché de Saint-Quentin en Yvelines, une agglomération dans les Yvelines. Ouais. Nous sommes aussi présents à Bordeaux. C'est vraiment le début. On a des ambitions assez fortes pour le marché français, sachant qu'on estime à plus de 60 villes aujourd'hui, des villes moyennes, qui ont besoin de ces solutions de micromobilité. Alors c'est quoi justement la solution, le service que vous proposez? Des trottinettes électriques en libre service, mais aussi des scooters électriques. On a une vraie approche multimodale pour pouvoir répondre aux besoins en fait, de chaque personne selon ses déplacements. C'est-à-dire avec le même abonnement, on va pouvoir éventuellement choisir son mode de déplacement, c'est ça l'idée? Avec la même application. Effectivement, vous téléchargez l'application. Tout de suite, va vous dire dans votre ville, si le service est disponible, vous allez pouvoir accéder à différents services, trottinettes ou scooters actuellement. Et le principe est très simple, vous devez scanner en fait, un QR code qui est présent sur l'engin, et c'est parti, vous êtes prêt pour rouler. TIR, ça veut dire quoi? C'est allemand au départ, c'est ça? C'est une société allemande, oui, qui veut dire animal. TIR. Ok, très bien. Et vous proposez notamment le Tier Energy Network. De quoi s'agit-il? Absolument, c'est le déploiement d'un réseau d'énergie, des mini-bornes de recharge. Je les compare souvent à des mini-bars, en fait. C'est la taille d'un mini-bar d'hôtel dans lequel vous pouvez placer des batteries électriques. Le but, c'est de déployer ces bornes de recharge chez des commerçants, donc en intérieur, partout dans les grandes villes, pour que les usagers puissent eux-mêmes en fait, effectuer l'échange d'une batterie. Quels sont les avantages? Déjà pour les commerçants qui sont impactés par la crise sanitaire, c'est de générer de la visibilité du passage et d'augmenter leur chiffre d'affaires grâce au passage en fait, d'usagers qui, eux, vont effectuer le changement d'une batterie vide avec une batterie pleine. Qu'est-ce qui gagne l'usager? C'est des trajets gratuits. Pour nous, ça réduit nos coûts opérationnels, mais aussi la distance kilométrique et tous les allées-venues qui doivent être effectués entre l'entrepôt et les trottinettes et les engins qui sont déployés dans la rue. Alors vous le présentez, ce Tier Energy Network, comme une innovation révolutionnaire. Le terme est fort. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce qu'aujourd'hui, personne ne l'a fait. Oui, c'est déjà un bon début, oui. Et parce qu'il s'agit aujourd'hui d'électrifier la ville. Le but vraiment, je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, les micromobilités sont ici pour venir empêcher la voiture individuelle, souvent thermique, à s'imposer en centre-ville. C'est ce qui se passe depuis des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, mais il y a un défi d'électrification et de consommation d'électricité, tout simplement. Exactement, oui. Donc ces bornes de recharge, on cherche aussi à ce qu'elles soient fournies par de l'électricité verte. D'ailleurs, pour ça qu'on travaille avec un partenaire qui s'appelle ILEC, qui nous fournit tous nos entrepôts en électricité verte. Dans la centrale hydroélectrique de Bolène, si vous voulez tout savoir. Ah oui, bah oui, c'est intéressant, on veut les détails. Donc, c'est évidemment potentiellement intéressant pour les commerçants. Est-ce que vous l'avez déjà installé dans certains pays, je crois dans des pays nordiques? Oui. Alors, quel bilan vous en faites?
Bilan très positif. Donc effectivement, on l'a testé en Finlande, à Tampere. C'est assez impressionnant. Tout de suite, les habitants en fait, ont assez vite compris parce que c'est assez simple sur l'application. Et surtout, ça a généré en moyenne 7,50 € de dépenses par passage pour les commerçants. Donc les commerçants, ils voient un réel intérêt. Oui, ça fait venir du monde et les gens consomment. Exactement. Ouais, d'accord. Donc le bilan est positif. L'innovation, c'est aussi la sécurité. Qu'est-ce que vous faites pour la renforcer ? Déjà, on a aujourd'hui une trottinette qui est parmi les plus sûres du marché. Elle est lourde. Elle pèse plus de 34 kilos. Donc déjà, pour déplacer un engin comme ça, c'est quelque chose. Donc elle est lourde. Elle a un casque intégré. Donc vous avez un boîtier sur notre trottinette avec un casque pliant d'une marque française qui s'appelle Overaid, si vous voulez tout savoir. On a aussi des clignotants. Elle est bridée à 20 km/h parce qu'on se rend compte qu'en ville, aller à 25, ce n'est pas forcément nécessaire. 20 km/h, c'est amplement suffisant. On a aussi un double frein mécanique très fort, des grosses roues, donc même sur les pavés, ça roule très bien. Ouais. Mais on peut innover quand on est sur ce secteur, sur ce marché de la trottinette électrique. Oui, on peut toujours innover. Franchement, je pense que nous sommes aux prémices de la micromobilité. On a démarré avec les trottinettes électriques, on a équipé ensuite nos flottes de scooters également. Mais c'est vraiment le démarrage. Vous signez beaucoup de partenariats avec des entreprises. J'ai vu que la RATP propose tir aux utilisateurs du Pass Navigo. C'est un axe de croissance, ça, ces partenariats ? Oui, c'est ce qu'on appelle des MaaS. Donc on s'intègre aujourd'hui, nous sommes intégrés dans plus de 30 applications MaaS, donc Mobility as a Service. Beaucoup en Allemagne et en France, on est intégré dans l'assistant SNCF. Bientôt, nous l'espérons, dans l'application Île-de-France Mobilité, que vous connaissez certainement. Le but, c'est de pouvoir permettre l'accès de notre service à toutes les personnes qui ont déjà des applications de transport sans qu'elles aient à télécharger l'application TIR. Merci beaucoup, merci Stanislas Jeannot, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'était un bonheur, comme chaque semaine, de parler innovation. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de Smart Future. Et puis ce lundi pour Smart Impact, évidemment, l'émission de la RSE. En attendant, vous pouvez revenir en mars 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.